Eh bien, bonjour tout le monde. D'abord, Madame la modératrice, Chantal Lynn, toujours un plaisir. Madame la consul, bonne chance à vous. Bonne chance à vous, messieurs les panélistes, mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord féliciter le Bureau des gouverneurs du Forum économique international des Amériques pour cette initiative et le remercier de m'avoir invité au nom du gouvernement. Cette table ronde sera riche et variée sur le rôle que la diplomatie peut jouer dans la transition vers une économie plus verte, une économie durable et une économie résiliente. On discutera en fait des outils plus efficaces qu'amène ou qu'apporte, qui résultent de la diplomatie verte. On va questionner aussi si on doit aller plus loin que l'économie verte, l'économie circulaire. Et l'impact social, qu'en est-il? L'impact économique, l'adaptation face au changement climatique, mais l'adaptation aussi de la main-d'œuvre. Le tout à l'intérieur, évidemment, du respect de la compétitivité des entreprises, comme le signalait ce matin M. Martin. L'un des fondements de notre diplomatie environnementale au Québec est sans aucun doute notre action climatique, particulièrement en faveur de la tarification du carbone et des marchés du carbone. Le Québec possède un système de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre qui est lié à celui de la Californie depuis 2014. Nous avons ainsi créé un plus grand marché, le plus grand marché du carbone nord-américain et le premier à avoir été conçu à être géré par des gouvernements infranationaux de pays différents. Il a incité les grands émetteurs de GES du Québec et de la Californie à réduire leur empreinte carbone. Le marché du carbone a aussi généré plus de 6 milliards de dollars pour le Québec, qui servent à mettre en œuvre le plan pour une économie verte 2030, lancé en novembre il y a à peine 2 ans. Il sert aussi à soutenir les entreprises, les municipalités, soutenir les institutions et évidemment soutenir les citoyens et les citoyennes québécois dans la transition vers une économie verte. Depuis quelques années, nous nous sommes également dotés de mesures de coopération climatique à l'intention des pays les plus vulnérables. Elles sont centrales dans le déploiement de notre diplomatie à nous, notre diplomatie climatique. Nous sommes d'ailleurs très fiers de notre programme de coopération climatique internationale qui a mérité le plan Prix de l'action climatique de l'ONU en novembre 2019. Il soutient des efforts des pays francophones d'Afrique et des Antilles en matière d'adaptation au changement climatique, le tout pour renforcer leurs capacités, notamment grâce à des transferts technologiques. Le Québec agit également en faveur des énergies renouvelables et de la croissance propre, notamment via nos exportations d'hydroélectricité dans le nord-est des États-Unis. Le Québec agit aussi en matière de mobilité électrique, entre autres à titre de membre de l'Alliance internationale sur les véhicules zéro émission. Le Québec agit en intégrant le développement durable dans nos politiques publiques et en favorisant l'établissement sur notre territoire d'organisations internationales œuvrant en développement durable. D'ailleurs, nous nous réjouissons d'accueillir à Montréal en décembre prochain la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique. Cette COP sera particulièrement importante puisque le prochain cadre mondial de la biodiversité sera adopté à cette occasion. La finance durable est également un secteur d'intérêt pour le gouvernement du Québec. Elle s'inscrit dans ses orientations et ce depuis 2008. La finance durable démontre bien les impacts positifs d'une diplomatie verte soutenue par des instances gouvernementales, internationales et privées. C'est un levier d'action pour appuyer la transition vers une économie verte, décarbonisée, une économie verte socialement responsable. Le Québec est aussi membre du forum de la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures qui vise à développer et fournir un cadre de gestion des risques et de divulgation permettant aux organisations de signaler et d'agir sur l'évolution des risques liés à la nature. Nous voyons au Québec une mobilisation des communautés d'affaires et financières autour des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux et des enjeux de la gouvernance.
Elle a permis l'établissement à Montréal d'un bureau du Conseil international des normes d'information sur la durabilité, qui aura pour mandat d'établir et de diffuser les normes internationales de divulgation financière environnementale pour l'ensemble des entreprises. Le gouvernement du Québec a travaillé de concert avec plusieurs organismes québécois afin d'attirer cette organisation dans la métropole et de positionner Montréal comme un pôle mondial de la finance durable. En somme, pour le gouvernement du Québec, la diplomatie est un instrument permettant de soutenir l'innovation, de soutenir l'ambition et la solidarité nécessaires à une transition verte, une transition juste, une transition durable. Donc, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite aux panélistes de bonnes discussions et à vous tous et toutes un bon séjour ici à Montréal, un bon congrès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Croteau, et merci surtout d'avoir élargi le thème à seulement pas l'économie verte, mais à la pluralité d'économies qui sont disponibles pour nous, dont l'économie bleue, l'économie pourpre, l'économie orange, sociale, solidaire, très populaire ici au Canada et en France, et l'économie frugale, entre autres. Alors, bonjour, mesdames et messieurs dans l'audience et à tous ceux qui sont en ligne. Bon après-midi, bonne soirée si vous êtes dans des zones horaires différentes. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce matin avec vous, avec ce panel très, très intéressant sur un thème encore plus intéressant, je dirais, et très d'appoint. Alors, mon nom est Chantaline Carpentier. Je suis le chef du bureau de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Et je dois dire que pour moi, ce que M. Croteau a dit, que ce soit une transition juste, est très importante parce que nous travaillons avec les pays en développement et cette transition doit se faire sans laisser pour compte les pays en développement qui sont vraiment frappés de plein fouet par la COVID, ensuite par la guerre en Ukraine. Et donc, on ne peut pas les laisser pour compte. On est une planète et on doit tous travailler ensemble. Alors, il me fait plaisir de présenter nos panélistes et on va présenter en français et en anglais, comme ça on respecte les langues de chacun et chacune, bien que je suis sûre que M. Lopez aurait préféré parler en espagnol, mais on va aller pour le français et l'anglais pour l'instant. Alors, j'aimerais présenter tout de suite à ma gauche M. Florian Méneris, qui est professeur titulaire d'économie à l'École des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal et chercheur et fellow au Cyrano, très bonne organisation ici à Montréal. Ses travaux de recherche portent sur les questions de commerce international et d'économie urbaine, quelque chose que j'apprécie énormément. Il collabore régulièrement à des études pour les pouvoirs publics au Canada, en Belgique et en France. Ensuite, un collègue de l'ONU, et avec qui nous sommes en train de développer un accord avec la CNUSED, l'assistant secrétaire général, assistant administrateur and director of the Regional Bureau for Latin America and the Caribbean at the United Nations Development Program, Mr. Luis Felipe Lopez Calva, who has a master's degree in economics from Boston University, as well as a master's and doctoral in economics from Cornell University. And third, mais pas la dernière, loin de là, Madame la consul Sophie Lagoutte, consul générale de France à Montréal depuis 2019, et elle a passé 4 ans à Bruxelles pour supporter les négociations sur le climat et l'environnement. Alors, j'aimerais dédier ma première question, Madame la consul, à vous. Quels sont les outils les plus efficaces mis en place par la diplomatie pour encourager une transition vers une économie plus verte et, je dirais, durable, juste, ainsi de suite? Merci beaucoup. À vrai dire, la diplomatie joue un rôle essentiel sur ces sujets qui sont par nature mondiaux, qui nous concernent tous et qu'on ne peut régler au niveau des États individuellement. Et le rôle des diplomates, c'est de rapprocher les positions nationales. Et l'outil le plus efficace, malheureusement, c'est la contrainte. Et donc les diplomates produisent des normes, produisent des contraintes pour tous les acteurs économiques, pour les individus. Nous nous auto-contraignons. Toutes les négociations climatiques et environnementales visent à se doter nous-mêmes de normes que nous allons ensuite appliquer, dont nous allons assurer le respect. Et c'est le plus grand moteur de changement que l'on voit depuis quelques décennies et qu'il faut poursuivre. Et peut-être que vous pourriez mentionner quelques-unes de ces normes pour éclairer l'audience, ou quelques-uns de ces accords multilatéraux qui ont été mis de l'avant.
Alors très récemment, la France a présidé le Conseil de l'Union européenne ces 6 derniers mois, donc de janvier à juin, et les enjeux climatiques et environnementaux étaient parmi les très grandes priorités de la présidence, avec notamment l'adoption du paquet pour... pardon, c'est un anglicisme, je suis désolée, mais Fit for 55, qui visait donc à ajuster tous les engagements pris par les États membres pour respecter l'objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Donc pour ce faire, nous avons réformé le marché du carbone, nous l'avons élargi à de nouveaux secteurs, le bâtiment, le transport routier, le transport maritime. Nous avons acté l'interdiction de vente des moteurs thermiques pour les véhicules à partir de 2035. Donc voilà, ce sont des étapes, ce ne sont que quelques éléments. Il y a aussi un fonds social, mais je crois qu'on reviendra peut-être sur cette question un petit peu plus tard. Ce sont des règles ambitieuses qui demandent une adaptation très forte du secteur privé, des individus, des États, mais dont l'acceptation conjointe après un processus diplomatique de négociation qui assure l'adhésion de tous et la garantie au final du respect de ces normes que nous acceptons pour nous-mêmes. Excellent. J'aimerais maintenant give the floor also to Mr. Lopez on this same question. What are the most effective tools put in place by diplomacy to encourage this just, sustainable transition? Thank you very much. I want to thank the organizers and especially the government of the province of Quebec for being here. It's really an honor to be part of this distinguished panel. So I work in the United Nations Development Program, which is an organization that is present in more than 170 countries. So in that sense, we are a key instrument for multilateralism in order to pursue a coordinated effort with respect to these efforts to not only green the development plans of countries, but also make them, in a broader sense, sustainable. In some cases, it's about greening. In other cases, it's about blue economy, where oceans are the main asset. But we also want to emphasize the social sustainability and the fiscal and financial sustainability of the policies. Specific ways in which recently we have supported these initiatives. One is the Climate Promise, which is an initiative we launched before the previous COP, and we helped more than 100 countries to strengthen and make more ambitious NDCs as they were approaching the COP, and we thought it was a very successful effort. Of course now, and I will talk about that perhaps in another opportunity during the conversation, also we need to make an effort to support, to enable the conditions for those NDCs to be feasible, particularly in terms of institutional adaptation that is needed, governance of some specific sectors, and second is to be financially feasible. And just to close with two ideas. One is we have supported, for example, the first sovereign SDG bond issued by Mexico 2 years ago for the first time, and they have raised about $2 billion, and we basically do an alignment letter to investors, and then we support with the verification of the use of proceeds. Currently, we're accompanying the government of Uruguay in the potential issuing of a sustainable bond. Basically, in this case, a more traditional green bond, but for the first time, for a sovereign bond, is one that will have step up, step down. Step up if they don't comply with the indicators as they commit. The cost of that financing will increase, but also, and very important, if they do comply with the objectives, there will be a step down, which means they will be rewarded by the market by these efforts. So we believe in these innovative instruments. We, as you know, we issue every year what we call the Global Human Development Report. The 30th anniversary of that report was last year, and we called it Human Development and the Anthropocene, which is a term that is being used by scientists to talk about a new era in which it's not nature that is constraining the dynamics of human action, but rather human action, the one that is shaping the dynamics of nature.
and how that leads to an increased level of uncertainty. So I think that is a very important issue. Again, I would like to elaborate further in another opportunity, but I wanted to talk about first the importance we see in coordinated policy action, and for that the role of multilateralism, and in that sense how we see ourselves, our own role, working with other governments. But second, to have very concrete initiatives in which we can lead to specific results, not only to change narratives, but actually to change policies and potentially results. Thank you. Thank you, Mr. Lopez. And indeed, one area where we actually need coordination in policies and in trade policies. Monsieur, je peux t'appeler Florian, oui. Florian, pourrais-tu nous donner une idée du rôle de la diplomatie en commerce et en environnement? Parce qu'on sait, le secrétaire général de l'ONU a dit qu'on a plus qu'une crise. On n'a pas juste la crise climatique, on a la crise de la biodiversité et aussi de la pollution. Alors, quel est le rôle du commerce et de l'environnement? Alors, le rôle du commerce n'était peut-être pas naturel au départ dans cette diplomatie verte, mais je crois qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles le commerce et la politique commerciale devient un lieu important de la diplomatie environnementale. La première raison, c'est que au cours des dernières décennies, les négociations commerciales ont essentiellement porté sur la baisse des tarifs douaniers afin de faciliter l'accès au marché. Aujourd'hui, on ne va pas dire que tous les tarifs douaniers ont été ramenés à zéro, mais ils ont été fortement diminués. Il reste ce qu'on appelle des pics tarifaires pour certains biens agricoles ou pour certains biens manufacturiers. Il y a encore dans la libéralisation du commerce pour les services aussi voilà, du chemin à faire, mais ces baisses tarifaires ont été très conséquentes, si bien que les gains en termes d'accès au marché via ces baisses tarifaires sont aujourd'hui modestes. Donc on assiste désormais à de nouveaux types d'accords commerciaux, des accords qu'on appelle de nouvelle génération, où le nouvel enjeu pour faciliter l'accès au marché, c'est plus les baisses de tarifs, mais c'est l'harmonisation des normes. Et donc là, quand on parle d'harmonisation des normes, eh bien de quoi est-ce qu'on parle? On parle de comment est-ce qu'on nourrit le bétail, est-ce qu'on peut donner des hormones au bétail ou pas? Comment est-ce qu'on nettoie les animaux? Est-ce qu'on peut nettoyer les poulets au chlore ou pas? Quel type d'engrais est-ce qu'on utilise? Quel type de produits chimiques sont autorisés dans un certain nombre de produits manufacturiers? Et là, on parle à la fois d'environnement, évidemment, et d'environnement au sens large, pas juste de climat, mais aussi de... non pas que le climat ne soit pas important, mais je veux dire, on parle de climat, on parle de santé, mais on parle aussi de culture. On parle de normes qui renvoient aussi à des dimensions fortement identitaires. Et donc là, eh bien, on a l'irruption de l'environnement dans les négociations commerciales à travers ces nouveaux accords de libre-échange, ce qu'on appelle parfois en anglais les Deep Trade Agreements, sur cette harmonisation de normes. La deuxième raison pour laquelle l'environnement fait irruption dans la politique commerciale, c'est peut-être parce que Madame la Consul effectivement le disait, la manière dont la diplomatie fonctionne pour avancer, c'est de se donner des normes, mais encore faut-il que ces normes soient coercitives, et pour le moment, je dirais qu'on est encore dans l'enfance de la diplomatie environnementale. On discute, on négocie pour se donner des objectifs, mais ces objectifs ne sont pas encore nécessairement contraignants, on ne met pas nécessairement encore en place de mécanismes de contrôle pour vérifier que les engagements pris ont été respectés. Et il y a un domaine, en revanche, dans lequel on a désormais, une tradition d'accords contraignants et de contrôle, c'est la politique commerciale. Et donc là, est-ce que c'est le meilleur véhicule pour la diplomatie environnementale? Peut-être pas, mais c'est considéré par un certain nombre de pays et par un certain nombre d'instances comme un véhicule qui, pour le moment, ce que les économistes appellent un second best, c'est pas forcément le premier choix, mais en deuxième choix, est un véhicule intéressant pour faire avancer un certain nombre de dossiers. Merci Florian. Et l'Organisation mondiale du commerce vient juste de terminer sa grande ministérielle et on s'est mis d'accord sur certains de ces accords contraignants, dont sur l'océan et les subventions à la pêche. Est-ce que vous pourriez peut-être élaborer? Donc cette question effectivement de la pêche et de l'océan, elle est majeure, et majeure parce que notamment effectivement Chantaline, tu l'avais mentionné, la question environnementale, dans la question environnementale, la question de la biodiversité est de plus en plus son importance est de plus en plus reconnue.
Sur cette question de la pêche, c'est une question difficile parce que là encore, et en fait, je dirais, est-ce que c'est spécifique, peut-être pas spécifique, mais quand on parle de négociation commerciale, tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts, tous les pays n'ont pas les mêmes avantages comparatifs, ce que les économistes appellent les avantages comparatifs, et donc, lorsqu'on met des normes, eh bien, certains vont en profiter, d'autres vont au contraire en souffrir, ou en souffrir en tout cas à court terme, c'est-à-dire qu'il y aura ensuite derrière une nécessaire adaptation, et cela présente des coûts. Donc sur cette question de la pêche, c'est une question qui est là depuis longtemps à l'OMC, mais c'est des questions, peut-être que Madame la Consul pourra en parler, mais au niveau européen, c'est une question qui revient aussi régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut pêcher? Où est-ce qu'on peut pêcher? Dans quelle quantité? Et donc là, effectivement, c'est une bonne nouvelle. On arrive à se donner des objectifs contraignants, mais on n'a certainement pas encore fait l'entièreté du chemin. Exactement. Let me move on, and then it's related because the next question is what's the role of standard and trade in promoting and financing transition to sustainable development? And Mr. Lopez, you did mention these bonds, and these bonds that gives an incentive, but one of the reasons we're getting these green bonds because we try to avoid greenwashing. So I'd like to hear each one of you on the role of standards in avoiding greenwashing and advancing our objectives. Thank you. This is very important because I think that's why the standards have to be a process of a very broad and open consultation with many stakeholders. And once they are there, they have to be very transparent and publicly available to everybody. But you also have to think what is the audience that will be receiving these standards and using them. And there are different aspects. So for example, in UNDP, we developed these SDG standards for investment funds. So they can actually, after a very long process of consultation and discussion, so you can access these standards. And the idea is that you know where there is a deep understanding of a serious effort to try to bring these greening and sustainability ideas into the projects that will be financed through those proceeds, so you are not doing precisely, you go beyond the greenwashing. So the idea is to have the process that leads to the standards and the audiences that are the target of these standards are very important to really make a deeper idea. On the other hand, I also want to say that there is an issue of enforcement that was just mentioned. There are you can also rely on, I could say, three forces that are leading in the direction that we want to be optimistic and are very difficult to stop as trends. One is voters, so the political market is really demanding a serious commitment to this, particularly if we talk about younger generations. So political market is definitely, in that sense, opening an opportunity for this serious action. Second, consumers, responsible consumption is also something that is leading to that. Recently, I mentioned Uruguay. The Minister of Agriculture in Uruguay was telling us, jokingly, that now the livestock producers know more about their cows than they know about their kids. And the fact is that they have this chip that they put into all the cattle, and then they know exactly where they were, being fed, what kind of food they are getting. Why? Because all that information has a value in the market. So the responsible consumption element of this is another driver in the right direction in terms of standard. And the third is finance. I think investors are also looking into serious commitments to this type of greening and sustainability. And again, that's another opportunity. So the markets themselves are leading in that direction, but I think we need, and that's the role of diplomacy, coordinated effort to have standardized mechanisms so there is no competition in a ground sense and races to the bottom kind of policies. Excellent. Madame la Consul, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, avoir votre avis sur le rôle des standards? Effectivement, c'est un signal qui est envoyé aux consommateurs. On a vu la mobilisation de la société civile. Cette mobilisation, les manifestations se traduisent derrière par des votes, par des choix de consommateurs. Sur le thème greenwashing, faut voir ce qu'il y a derrière. Si les décisions de verdissement qui sont prises par les entreprises sont principalement motivées par des opportunités commerciales,
c'est pas très très grave. L'important, c'est que les décisions soient prises. Après, si c'est uniquement de l'habillage et que derrière, il n'y a pas de transformation profonde des méthodes de production ou des choix qui sont faits, c'est autre chose. Mais finalement, la sincérité profonde de l'entreprise dans ses choix, qu'importe, le plus important, c'est le résultat. Et les normes sont là pour guider ces choix, pour que ce soit les bons choix qui soient faits en fonction des priorités politiques qui ont été arrêtées. Excellent. Florian, tu as déjà mentionné un peu les rôles des standards. Est-ce que tu veux revenir ou on passe? On peut passer. D'accord. Alors, maintenant, comment pouvons-nous concilier la nécessité et les exigences de la croissance avec ce développement social, environnemental et juste qu'on vient de parler? Alors, est-ce que j'ai un volontaire? Madame la consul, vous avez l'air très partante. Oui, merci. Vous avez effectivement évoqué dans votre introduction la notion de justice sociale dans cette transition. C'est un sujet capital, à la fois entre les États qui ne sont pas tous au même niveau de développement, qui ne sont pas tous au même niveau de richesse. Monsieur Ménéris a mentionné les avantages comparatifs. Tous les pays ne partent pas avec les mêmes atouts pour faire face à la transition qui est nécessaire. C'est aussi le cas à l'intérieur des États. Pour citer celui que je connais le mieux, la France, nous avons en 2018 eu un mouvement social très important qui s'appelait les Gilets jaunes et qui est né à l'origine d'une opposition à une mesure visant à taxer les carburants pour justement orienter les choix des consommateurs, parce que la fiscalité est aussi un moyen d'orienter les comportements individuels. Et cette mesure avait été jugée socialement injuste. Et on le voit bien, toutes les mesures les plus radicales qui sont nécessaires n'affectent pas du tout de la même façon les personnes selon leur mode et leur niveau de vie. Il y a un vrai enjeu social derrière la transition verte. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne vient de décider d'accompagner toutes les mesures contraignantes d'un fonds social de 59 milliards d'euros sur 5 ans pour aider les plus vulnérables à faire face aux changements qui doivent être apportés. On sait tous qu'acheter un véhicule électrique, quand on est dans une situation financière tendue, c'est pas facile. Ça peut être nécessaire, mais on garde sa vieille voiture d'il y a 20 ans parce que même si elle pollue beaucoup, elle avance. Et ça, c'est un enjeu auquel il faut vraiment prêter attention, sinon on n'arrivera pas à mener la transition collectivement. Et peut-être juste pour construire là-dessus aussi, quand on a eu l'accord sur les changements climatiques, on a aussi créé un fonds international pour supporter les pays en développement qui n'ont pas nécessairement la capacité. Alors, je ne sais pas si vous, peut-être Monsieur Lopez, vous voulez, if you want to come on this one in terms of because we haven't met our commitment to that $100 billion fund. Because we need to support nationally, but we need to support internationally as well. Definitely. I think, I'm in full agreement with the comments by Madame Consul General. I think one issue that, and I'm going to speak maybe as a development economist, that is at the core of this is understanding that we are really changing the way in which we understand the growth process itself. Because in a sense, what we have been measuring as the indicator of progress has been related to flows like income, consumption, GDP. These are flows, but these come from a combination of stocks through a certain technology. So you have human capital, physical capital, natural capital, that you combine to lead into these flows. And I think if you define resilience in the space of flows, you may actually end up protecting consumption or income at the cost of the stocks. And I think the key point here is that what we're saying, what we're telling the countries and the households, is that you have to take into account the cultivate and the preservation of stocks at the same time that you care about the flows. And that requires a massive technological change. The way in which we transform stocks into flows is what we're asking people, to change. And we call it energy transition, and we call it nature-based solutions and different ways. But it's really about technological change, and that goes to your final point, which is this requires massive investment. So we're demanding from countries a technological transformation because that's a new way in which we understand the growth process that is precisely sustainable and inclusive. But then that requires it's not just by a political decision, it requires technology, new technologies, and that requires finance. And that is why the finance element is so important, and the international commitment to support this transformation in developing countries is so fundamental. Excellent. And also,
as we both know, because both your organization and my organization are working at the request of the Secretary General to look at a measure beyond GDP that would be inclusive of the resiliency of these active human capital, natural capital, and others. And many countries are re-looking at their national accounts, statistical account, to do that. And also, I think this idea, and I would like to bring it to Florian now, this idea that technology typically, right, in our Trade 101, technology, the best way it gets to developing countries is to trade. And yet what we're seeing right now is that we don't have these public-private partnerships to ensure that these technologies that will help us decarbonize and reduce pollution gets in the hand of those countries that are in the high growth. Could you enlighten us on what needs to be done here, what has been done, what works? Est-ce que le micro marche? Non. Est-ce que le micro marche? Non. Non, toujours pas. On veut pourtant vraiment vous entendre. Là, ça fonctionne. Tout d'abord, par rapport à la question précédente, concilier croissance et environnement, je crois que, et tu commençais à le mentionner, la manière dont on conçoit la croissance va devoir changer. Et nous, par exemple, en tant qu'économistes, dans les modèles de croissance qui ont inspiré aussi un certain nombre de politiques, la mesure de bien-être que l'on utilise, alors ça peut varier d'un modèle à l'autre, mais peu ou prou, c'est quand même de la consommation par tête. Et là-dessus, je crois qu'il faut sortir de la caricature entre croissance et décroissance, mais comme vous le mentionniez, en se focalisant sur les flux, on oublie les stocks, et des stocks qui sont nécessaires pour vivre correctement. Donc si l'air devient vicié, si la biodiversité se réduit, là on parle de stock, eh bien on ne pourra plus vivre correctement malgré les quantités que nous consommons. Et donc là-dessus, vraiment sur cette question des indicateurs, elle n'est pas nouvelle, cette question des indicateurs, elle existe depuis plusieurs décennies, mais je crois qu'elle était vue par certains un peu comme une question, comment dire, pas très importante, une question un peu gadget. Aujourd'hui, elle devient, je crois, centrale et de nombreux pays, petit à petit, se mettent à diversifier la palette des indicateurs qu'ils utilisent et c'est absolument fondamental. Après, est-ce qu'on va utiliser les mêmes indicateurs pour tous les pays? Et là, on va peut-être revenir à ta deuxième question. Je pense que certainement pas. Et donc là, ça avait été mentionné dans notre panel, mais aussi dans les panels précédents. Il y a quand même cette idée que chacun doit prendre sa juste part. Donc, certainement que dans les pays développés, la question de comment est-ce que l'on peut vivre bien doit changer. Pour la plupart, on mange à notre faim, on va à l'école, on a accès à l'éducation et au sein des pays, il y a effectivement des enjeux en termes de qui doit supporter le coût de l'ajustement, mais en moyenne, on a accès à un niveau de consommation qui est bien suffisant, voire peut-être trop important par rapport à d'autres pays et notamment les pays en développement où là l'enjeu reste encore de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir aller à l'école. Et donc là, quand on parle d'indicateurs et quand on parle d'objectifs, il va peut-être y avoir effectivement à réfléchir à des indicateurs différenciés. Sur cette juste part dont on parlait, à la fois donc au sein des pays, entre les contribuables, eh bien tu le mentionnais, il y a aussi entre les pays. Et donc en matière environnementale, effectivement, quand on pense aux effets du commerce international sur l'environnement, il y a plusieurs types d'effets auxquels on peut penser. Donc un effet direct qui va être un impact négatif lié au fait que bien quand on commerce, on échange des biens, et même quand on échange des services, on transporte des personnes. Donc on transporte des biens, on transporte des personnes pour commercer, et le transport émet de la pollution, donc premier impact qui est un impact négatif. Encore aujourd'hui, quand des nouveaux accords commerciaux sont négociés, bien souvent, un des arguments en faveur de ces accords commerciaux, c'est la croissance que ça va générer. Et dans un monde, encore une fois, en sortant de la caricature croissance, décroissance, mais dans un monde où on parle de plus en plus, pour ne pas parler de décroissance, de sobriété, de frugalité, où tous ces termes un peu synonymes
anonyme, eh bien, ce dont il est question, c'est quand même que si on produit plus, même si on produit de manière plus verte, on va quand même détruire un peu plus l'environnement. Et donc là encore, on est sur des impacts potentiellement plutôt négatifs. Il y a quand même un impact qui, lui, est positif, et c'est celui que tu mentionnais, c'est que, eh bien, effectivement, entre pays développés et pays en développement, on n'a pas le même accès aux technologies, et on a aujourd'hui, dans les pays développés, des technologies qui sont effectivement plus avancées, moins émettrices, moins polluantes. Et donc là, se pose effectivement la question de leur transfert vers les pays qui en ont le plus besoin. C'est au cœur des négociations. Comment est-ce qu'on fait ça? Si on savait correctement le faire, ce serait probablement fait depuis longtemps. On sait comment Florian, je t'interromps parce que, juste pour être clair, la technologie, elle est surtout dans la main des business, alors que c'est des négociations qui sont au sein des gouvernements. Et c'est là que cet accord est difficile. Exactement. Exactement. Et je dirais que sur ces questions de technologie, eh bien, quelque part, la problématique est peut-être assez proche que celle qu'on peut avoir aussi parfois dans l'industrie pharmaceutique, avec donc cette idée que, effectivement, comme le disait Chantaline, ce sont les entreprises qui innovent. Pour innover, elles ont besoin de retirer des profits. Et voilà, il n'y a pas de gros mots là-dedans. L'incitant à innover, c'est le profit qu'on peut en retirer, mais transférer gratuitement, c'est des profits en moins. Donc là, eh bien, je crois qu'il faut réussir à être innovant. Donc, c'est effectivement des partenariats où on fait du transfert de technologie en échange d'autres choses. C'est peut-être au gouvernement aussi essayer d'inciter, de subventionner peut-être les entreprises, pour qu'elles fassent ces transferts et rendent ces transferts acceptables. Si on considère à un moment que effectivement cette question environnementale est à avoir avec le bien public et le bien public mondial. Bon, à ce moment-là, qui dit bien public dit positionnement des gouvernements pour essayer d'orienter le privé à accepter ces transferts de technologie. Et donc là, on peut penser effectivement à une coordination des États pour financer, quelque part compenser aussi les entreprises privées pour faire ces transferts, moyennant peut-être là aussi une contrepartie. Et par exemple, quand on pense, là je vais faire un lien qui va peut-être vous paraître un peu lointain, mais je ne pense pas à la fiscalité internationale, il pourrait y avoir là aussi des formes de négociation. On va vous aider à faire ces transferts, etc. Mais de l'autre côté, chacun doit prendre sa part sur tous les sujets. Un des sujets, c'est notamment celle de la fiscalité internationale. Merci beaucoup, Florian. Très éclairant. Et aussi, à la CNUSED, ce que nous, on met de l'avant, c'est qu'on doit aussi regarder, si on est vraiment dans une crise climatique et de pollution, à quel point est-ce qu'on peut avoir un peace clause, comme une clause de paix, ou est-ce que si les petits, surtout les pays les moins avancés, subventionnent l'énergie renouvelable, par exemple, est-ce qu'on va les amener à l'OMC pour se plaindre qu'ils ont subventionné leur énergie renouvelable? Ou est-ce qu'on dit, non, c'est une crise et donc c'est correct, juste à un certain niveau? Donc, il y a beaucoup aussi de négociations comme ça, ou de négociations avec certains pays qu'on se mettrait ensemble et qu'au lieu que chacun des petits pays, ça m'amène à ma prochaine question, parce que les petits pays n'ont pas les mêmes pouvoirs de force pour négocier. Alors, est-ce que, comment on peut les mettre ensemble, et aussi l'industrie ensemble, pour négocier plutôt que ce soit un à la fois? Alors, j'aimerais maintenant qu'on s'entretienne sur, justement, le rôle du pouvoir de force. Et j'aimerais commencer avec vous, Madame la Consul, dans la diplomatie verte. Et j'aimerais aussi qu'on aborde le côté, peut-être, si ça ne vous dérangerait pas, le côté du rôle des femmes dans ces pouvoirs de force à l'international quand on négocie et les niveaux de développement. Parce que ça, on a parlé des niveaux, mais j'aimerais aussi qu'on parle de la taille de ces pays. Les négociations climatiques, et je pense notamment à l'accord de Paris, mais qui a été le résultat d'un processus long, c'est pas quelque chose qu'on a inventé à Paris, mais le succès de l'accord de Paris, c'était celui du rapprochement de multiples acteurs, pas uniquement des diplomates, dont on parlait au début, mais de la société civile, des entreprises, et d'avoir vraiment fait un forum qui permettait de s'assurer que les décisions qu'on prenait étaient praticables, parce que c'est formidable de prendre des décisions, mais si derrière les entreprises n'ont même pas la technologie pour les mettre en œuvre, on n'arrive à rien. Et d'avoir ce forum de discussion, je pense, a aussi un peu aplani ce que vous mentionnez, le rapport de force, puisque on avait autour de la table des acteurs de taille et de nature très différentes, mais dont la coordination a permis d'arriver à ce résultat agréé par tous. Alors, je pense que le champ climatique est peut-être un champ un peu à part dans la diplomatie, où justement
le rapport de force est peut-être moins présent que dans d'autres négociations. Personne n'a envie de jouer à David contre Goliath. Avoir un accord arraché en roulant sur des petits pays qui ont moins de force, ce n'est pas un bon accord. Et sur des biens publics mondiaux, ce n'est pas un accord qui sera efficace. Donc je pense qu'il y a une conscience très forte de cela. Ça ne veut pas dire que chaque État ne défend pas ses intérêts, mais on a aussi des coalitions. Les États se rapprochent les uns des autres autour d'intérêts partagés, les petits États insulaires par exemple, et à plusieurs arrivent à faire porter une voix beaucoup plus forte. Ouais. Donc ça contraint à beaucoup de coordination où on travaille peut-être moins chacun pour son État, mais je crois qu'il y avait dans les négociations climatiques, et je suis certaine que ça sera la même chose à Montréal en décembre sur la biodiversité, mais la conscience que on ne parviendra à rien sans avoir cette conscience de la coordination internationale nécessaire, quelle que soit la taille des États. Et sur la question féminine, les femmes sont les premières victimes du changement climatique, donc elles ont une voix particulièrement importante. Et je crois que c'est aussi une dimension qui est vraiment prise en compte dans les négociations. Donc ça devient plus un atout qu'une faiblesse, je crois. Tout à fait d'accord avec vous, mais bon. Florian, est-ce qu'on pourrait... oui, c'est parce qu'en commerce, c'est très important, le rapport de force des pays. Tout à fait. Et donc là, je ne vais pas avoir une opinion peut-être divergente, mais un tout petit peu différente de celle de Madame la Consul. Si on pense à ces accords de nouveau type, donc ces accords profonds sur les normes environnementales, ce que montrent les travaux de recherche et qui, quelque part, confirment ce que l'on observe, c'est qu'ils se signent essentiellement entre des pays qui ne sont quand même pas trop éloignés en termes de normes. Puisqu'il faut converger sur des normes, on est différents, mais il faut qu'on réussisse à converger sur des normes. Si on part de trop loin, le coût à converger sera bien trop important par rapport aux gains en termes d'accès au marché. Donc c'est le Canada qui négocie avec l'Union européenne par exemple, et on sait tous que la négociation est loin d'avoir été facile, mais voilà, on est sur des pays relativement proches, avec des rapports de force qui peuvent être différenciés, mais qui ne sont pas aussi, déséquilibrés que ceux que l'on peut avoir entre les gros pays développés et les petits pays en développement. Donc, quelque part, ces nouveaux accords risquent, loin de tirer vers le multilatéralisme qui est en crise depuis plusieurs années, quelque part, ils accentuent une logique commerciale de bloc, de régionalisation entre des pays relativement similaires. Et par ailleurs, lorsqu'on est entre pays assez différents, et bien là, la logique du rapport de force en matière commerciale, en tout cas, elle est jamais très très loin. Et donc là, on parle de plus en plus, et certains pays, dont la France notamment, souhaitent par exemple, pour la signature de nouveaux accords commerciaux, faire une forme de conditionnalité environnementale. Lorsque l'Union européenne a négocié un accord de libre-échange avec le Mercosur, le président français, le président Macron, a menacé à un moment de ne pas ratifier du côté français. Donc c'est l'Union européenne qui négocie, mais pour ces accords de nouveau type, les États derrière ratifient, et a menacé de ne pas ratifier si le Brésil notamment ne prenait pas des mesures fortes en matière de déforestation. Que l'on trouve que ce soit une bonne chose ou pas, ce que je veux juste dire, c'est que là, quand on commence à parler de conditionnalité, on parle de rapport de force où effectivement les gros joueurs, donc l'Union européenne, les États-Unis et de manière plus générale l'Amérique du Nord, parce que bien souvent le Canada va essayer de bouger main dans la main avec les États-Unis sur un certain nombre de questions pour avancer, et bien où les gros joueurs auront un leadership, en mauvais français, une force d'entraînement beaucoup plus forte. Ça, c'est une des conséquences de cette crise du multilatéralisme, et j'entends que d'autres travaillent pour essayer de ramener ce multilatéralisme à l'avant-scène pour permettre justement à ces petits pays de peser plus. Parce que pour eux, en revanche, effectivement, la manière de peser, c'est au sein du multilatéralisme avec des coalitions. Exactement. Ça me fait penser un peu, si on essaie de courir le marathon avec quelqu'un qui, le champion kenyan, on va arrêter dans les premiers 200 mètres. Mais si on court avec quelqu'un qui est 20 secondes de plus rapide que nous, on va sûrement finir le marathon et plus rapidement.
Monsieur Lopez, I would like to hear you also I'd like to on add to this that because, power force. Thank you. No, I think the explanation of how power matters at the international level has been very well presented. There is this old joke that among economists that we say that among economists, if you talk about power, people can only think of electricity. And I think power is at the core of how policies fail. So in a way, we have to think when we design the policies, not only the technical feasibility or the technical, rather, clarity and relevance of the policy, but also whether it's power compatible in a way, right? So that is also important at the national level, not only at the international level. Otherwise, policies, you can write the best laws and the best policies, and they're not going to be implemented. And then I go back to the role of green diplomacy and multilateralism. I think we have, as international organizations, instruments that we need to understand better whose bargaining power we are strengthening through our intervention. If we reinforce an equilibrium that led to the outcome we were trying to change, that is not going to be a catalyzer for change. So we have financial instruments, we have normative instruments, agreements, we have technical capacity, what we call epistemic communities, people who know about certain issues and we can transfer knowledge. We have many instruments, but we have to always think of how that is going to rebalance the power asymmetries in a specific context so that you can lead eventually to the change that you are expecting. Mm-hmm. And I think we have been, because we have not taken this very explicitly in our thinking and our conversations, maybe we have failed at doing that. So I think we have to be better at understanding that, how the instruments we use are rebalancing power in favor or against the change we're expecting. Excellent. And I'd like to give an example, surtout parce que beaucoup de gens ici dans la salle vont connaître Marc-André Blanchard, qui était l'ancien ambassadeur du Canada à l'ONU. Et quand on a eu la COVID-19, on avait déjà un groupe que Marc-André avait créé avec la Jamaïque sur le financement pour le développement durable. Et quand on a eu la COVID, on a eu le Financing for Sustainable Development in time of COVID-19 and beyond. Et l'innovation ici de M. Blanchard, l'ambassadeur Blanchard, c'était de dire, normalement, c'est le G7, les 7 pays les plus riches, le G20, les 20 pays les plus riches, qui se mettent à la table et négocient. Et il est dur de penser que ces gens-là, tous ces pays riches, vont se mettre ensemble, ils vont arriver à un accord qui va être compatible avec les petits pays insulaires ou avec les pays les moins avancés. Alors, ce qu'ils avaient fait, c'est de mettre à la table des pays, un peu comme vous avez dit, Madame la Consul, de toutes les tailles et de toutes les régions du monde et de tous les niveaux de développement pour qu'on ait à la fin une voix qui représente le monde, puisque ce sont des décisions qui vont affecter tout le monde. On a encore quelques minutes, vous avez été très disciplinés, je vous remercie. Peut-être qu'on pourrait, parce que chacun de nos pays, notre industrie sont basées sur les micro, petites, moyennes entreprises. Dans tout ce contexte qu'on vient de discuter, comment est-ce que la diplomatie et cette transition juste verte, bleue, orange, comment est-ce qu'on peut aider les petites et moyennes entreprises à nous aider à y arriver? Oui. Peut-être avec un point qui n'a pas été évoqué sous l'aspect commercial, c'est la notion de juste concurrence. Parce que si on s'impose par bloc ou par État des normes très ambitieuses, que ce soit en matière environnementale, climatique, sur l'agriculture, sur la production, si on a un mécanisme de quota carbone très performant, c'est formidable, mais si ça revient à importer des biens qui contribuent à la déforestation, qui contribuent aux émissions de carbone, parce que les partenaires n'ont pas les mêmes contraintes. Au final, vous affaiblissez déjà votre action, parce que c'est très très bien d'avoir des grands principes, mais s'il y a moyen de les contourner, ils ne servent pas à grand-chose. Et en plus, vous affaiblissez votre économie, qui se retrouve face à une concurrence déloyale et qui va tout particulièrement toucher les petites entreprises. Donc, au niveau européen, on travaille beaucoup sur les clauses miroirs, donc notamment pour dire si on n'a pas le droit d'utiliser tel engrais dans l'Union européenne pour l'agriculture, eh bien, il n'est pas normal de pouvoir importer du blé qui, lui, a été cultivé avec ces engrais-là. Parce qu'on
on crée en réalité une concurrence déloyale pour nos agriculteurs, pour nos entreprises. C'est aussi toute la question des fuites de carbone, avec la mise en place d'un mécanisme carbone aux frontières, donc pour taxer les productions qui seraient faites dans des pays qui n'auraient pas le même niveau d'exigence sur les quotas carbone. Et ces conditions de concurrence justes sont nécessaires du point de vue économique, mais aussi du point de vue environnemental et climatique pour que nos actions puissent porter leurs fruits. Excellent. Et j'aimerais peut-être que Florian, tu rebondisses là-dessus, puisqu'on revient au commerce, inévitablement. Et je souscris complètement à ce que vient de dire Madame la Consul, et on voit que là-dessus, il y a eu un peu un changement un changement dans la coloration du discours par rapport à cette question de la concurrence, notamment de la part de l'Union européenne, qui s'est construite par le marché, au départ, donc avec une foi très importante dans les bienfaits du marché, assise sur des modèles économiques où effectivement le marché apporte des gains, mais quand se mettent à commercer des pays qui sont relativement similaires, différents en termes de technologie, mais où les modalités institutionnelles et les fonctionnements de marché sont les mêmes. Or, la mondialisation, ça n'a pas été ça, surtout dans les 20 dernières années. Et donc, cette notion de juste concurrence, elle devient aujourd'hui essentielle. Et comme le disait Madame la Consul, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les grosses entreprises, elles ont les moyens de s'ajuster à peu près à tout. Et elles le font. C'est pour les PME que l'enjeu est le plus fort. Donc ce qui est en train d'être fait est très important pour les PME. J'aimerais apporter une autre dimension. C'est comme pour les pays. Je veux dire, quand il y a des questions, soit de rapport de force, soit de difficultés à s'ajuster, les gros s'en sortent mieux que les petits. Les petits, pour s'en sortir, doivent associer leurs forces, doivent s'unir. Dans le cas des PME, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, il y a peut-être des lieux aussi pour penser et orienter ces changements. Ces lieux que sont notamment les grappes d'entreprises, les clusters. Ces regroupements d'entreprises, souvent proches géographiquement, reliés par des activités relativement similaires, avec des relations de clients à fournisseurs, avec parfois des relations de concurrence aussi, donc c'est pas toujours évident de les faire coopérer, mais avec des enjeux et des besoins relativement similaires. Et donc là, je crois que c'est un autre levier d'action possible, amener ces PME à poursuivre ces regroupements, notamment au sein de ces grappes d'entreprises, et de faire ces grappes d'entreprises des interlocuteurs privilégiés pour essayer d'accompagner, que ce soit via la fiscalité, que ce soit via les services publics fournis aux entreprises, des services publics d'éducation, d'enseignement supérieur, savoir quels sont leurs besoins et savoir comment on peut apporter, remplir ces services et les financer correctement via aussi, j'y reviens, une fiscalité juste, y compris au niveau des entreprises, et où toutes les entreprises, notamment les grosses multinationales, participent c'est là où je trouve que toutes ces questions se tiennent, participent à cet effort de financement des services publics nécessaires à l'ajustement des entreprises, des PME. Et effectivement, Florian, les grandes entreprises ont accès aux tables de négociation de l'OMC, pas les petites moyennes entreprises. Donc, cette organisation serait importante. Monsieur Lopez. Thank you. I would like to end by emphasizing what I said before about what we are demanding from countries and communities and producers, including micro and small enterprises, is a major technological transformation. We think, for example, we have an accelerator lab UNDP in Barbados, and we are talking about changing the fuel for the fishermen to solar panels, because 40% of the cost is. That's a massive transformation for those small producers. That at the more aggregate level, you keep adding, and it's a major transformation. That requires. I mean, it's clear that this is not going to happen if it's not led by the private sector. So it's only the private sector that is going to lead to that transformation, but that requires very decisive action by governments to create the enabling environment, both in terms of institutional adaptation that is needed, regulations, but also all the incentives, being fiscal and so on. So, for example, in the case of those small and medium enterprises, is the banking sector ready to be the sort of funding for these type of transformations? So I think if we talk about just transitions, I think transitions are going to be led by private sector for them to be just.
needs decisive public action. And I think this balance is what we are, we have to discuss as we have been doing in this conference. Excellent. We have 43 minutes left. Est-ce que je peux avoir un dernier mot ou deux mots de conclusion que vous voulez que la salle retienne de nos discussions? Qui se sent prêt? Who is ready to give the two concluding words in 30 seconds? Well, you have 5 seconds each. La coopération. Coopération. Vraiment, rien de possible sans se mettre autour de la table et trouver des solutions ensemble. Excellent. I will just say that transformation has to be bottom-up. It has to happen at the national level, but that requires a very important coordination in terms of policy and funding, and for that multilateralism is a fundamental instrument. Excellent. Dans cette coopération, que chacun prenne sa juste part, et ça je crois que ça a été beaucoup mentionné, c'est essentiel, au niveau des pays, au niveau des entreprises et au niveau des contribuables, et c'est ça à avoir, je crois, prendre sa juste part avec la diplomatie aussi. Merci beaucoup. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour remercier notre panel.